Et ainsi, si on veut changer par exemple une interface, par exemple l'interface I3, c'est-à-dire celle qui est entre C et B, il va falloir que le directeur de l'information vérifie qu'en changeant cette interface, il y aura des problèmes. Comment va-t-on faire? Va-t-on mettre I3', I3 secondes? Par quelle voie va-t-on le faire? Est-ce qu'on va faire une migration d'un seul coup, progressive? C'est à lui de gérer ça. Et je pense qu'avant de gérer ce qu'il y a dans A, B, C, D, le directeur de l'information doit gérer les interfaces. C'est une chose qui n'est jamais faite actuellement. Alors, je vous donne un exemple d'interface dangereuse aussi, c'est la photographie numérique. On prend une photo, on a une belle photo, et on le met sur une carte flash, sur un CD, et ce CD, il faudra le lire plus tard. Et si un jour ce CD, on ne peut plus le lire, on ne saura plus du tout lire l'information. Alors, vous voyez des systèmes de sauvegarde ici, anciens. Il y a un lecteur de disquette 8 pouces, un 5 pouces écart, d'ailleurs je peux même vous les montrer, ceux-là. Et ces systèmes, aujourd'hui, n'existent plus. Et donc une sauvegarde, c'est une interface avec soi, différée dans le temps. Donc voilà, j'en arrête là pour l'instant. Merci pour ce résumé complet. On a beaucoup parlé de normes jusqu'à présent. On a pu observer que disons, entre il y a 10 ans à peu près et maintenant, la façon de construire les normes a pas mal changé. Donc ça m'intéresserait d'avoir votre opinion sur, est-ce que c'est une vision positive, c'est-à-dire est-ce que c'est une façon plus pragmatique qu'auparavant, ou simplement un effet simplement de l'histoire qui avance. Jean-Pierre, ton avis là-dessus? Déjà, je voudrais remercier Pierre pour sa vision, parce que je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Là, on n'a qu'une partie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ce que Pierre décrit, vous l'avez chez vous. Vous l'avez sur vos téléphones, vous l'avez sur votre façon de gérer votre compte en banque, vous avez ça avec vos tweets favoris. Vous êtes dedans, hein, ce n'est pas uniquement les entreprises, c'est tout le monde, tous ceux qui ont accès à ça. Et là où je voudrais reprendre un peu et répondre à ta question, reprendre un peu ce qu'a dit Pierre, c'est que standards de fait et propriétaires ne sont pas forcément associés. Et ça, grâce justement aux standards ouverts et aux logiciels libres. Je m'explique. Traditionnellement, c'est vrai que l'un des arguments des éditeurs propriétaires était de dire « nous, on s'en fout des standards ouverts, c'est nous qui faisons le marché, qui faisons le standard, la preuve, c'est que le marché adopte ». C'est vrai, c'est un très bon argument. Et ça explique aussi que certains systèmes propriétaires déclinent très très lentement, puisqu'il y a une forte adhésion sur certains modèles. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que grâce à l'Internet, grâce à l'apparition de logiciels libres, grâce à l'apparition de standards ouverts, donc standards ouverts, une définition est donnée par la loi française, donc la loi numérique, c'est assez simple à appliquer. C'est un standard dont je peux implémenter librement, sans rémunération, sans contrainte, les normes définies par le standard et distribuer librement ce standard. Donc, ce qui était vrai ce qui était vrai pour le propriétaire est devenu vrai aussi pour le libre. C'est-à-dire que toutes les piles qui embarquaient, les piles TCP/IP par exemple, les piles BSD qui étaient en logiciel libre et compagnie, se sont retrouvées sur la plupart des systèmes que vous utilisez, y compris les systèmes Windows. Et ça, de fait, c'est devenu un standard de marché, de fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on voit apparaître aussi avec le Web 2.0, et puis on verra comment ça évolue avec le cloud, on voit aussi apparaître des standards de fait qui sont liés à des standards ouverts parce qu'il y a une adoption massive de ces standards. Et pourquoi? Parce que le logiciel libre, étant donné qu'il enlève toute barrière à l'entrée, c'est-à-dire j'ai aucune crainte à adopter un standard puisque je peux le prendre, c'est gratuit, c'est libre, je peux le diffuser largement sur mes systèmes, personne ne va me demander de royalties, personne ne va me demander de changer quoi que ce soit. Donc en bon industriel, ça ne me dérange pas, autant le prendre. Et en bon consommateur, j'ai aussi les mêmes propriétés, c'est-à-dire que... Attention, ça c'est... tu l'as poussé, Alfonso. J'ai vu.
Et donc, ça c'est très intéressant, c'est la possibilité, grâce au logiciel libre, de travailler sur les mêmes, sur le même fil, sur les mêmes champs, sur le même niveau, au même niveau que des industriels renommés. Mais j'aimerais qu'on revienne peut-être, Monsieur Blondel, vous m'avez parlé dans les discussions qu'on a eues au préalable de travaux que vous faites précisément en vue d'interopérer avec d'autres à l'intérieur d'un cadre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Oui. Donc en fait, moi je suis directeur technique de Petalslink. Donc notre job en fait c'est de fournir des briques technologiques, donc un bus de service d'entreprise pour faire des architectures orientées services. Donc en fait, pour gérer la glue entre les différentes parties d'un système d'information. Alors en gros, on apporte, alors on peut le voir de différentes façons, mais on apporte une solution au problème d'interface qui était décrit tout à l'heure, en disant dans les cas où on n'est pas sur des interfaces interopérables parce qu'il n'y a pas encore de standardisation, etc., parce que remonter dans les couches de standardisation, tu parlais de TCP/IP, ça fait longtemps, mais aujourd'hui on a excuse-moi. Aujourd'hui, on a les web services ou des choses comme ça, mais je pense que dans Interop, il y a aussi des travaux. Enfin, ma société, on est aussi dans Interop, mais dans Interop, il y a aussi des travaux autour de la sémantique des données, justement. Mais le temps d'arriver à avoir standardisé les formats, etc., on a besoin de technologies qui nous permettent de gérer les problèmes d'adaptation au niveau des interfaces, quoi. Donc nous, on fournit ça dans des technologies open source, parce que ça nous semble quand même la garantie de... D'accord, mais en fait, ça ne change pas le problème. C'est-à-dire que d'une certaine manière, qui dit norme, dit consensus. Il faut que tout le monde soit d'accord pour aller dans le même sens. Et le consensus, par essence, c'est plus long à obtenir qu'une décision unilatérale. Donc, oui. Alors justement, j'aimerais bien vous faire réagir là-dessus, parce que c'est toujours un petit peu ce qu'on a dit sur l'interopérabilité, c'est que ça ralentit les choses. Oui, alors ce qu'on observe, c'est qu'en fait, aller vers plus d'interopérabilité, c'est bien plus souvent les utilisateurs qui sont demandeurs et qui finalement qui sont les arbitres à ce niveau-là. Et nous, éditeurs, fournisseurs, intégrateurs de technologies, qui en fait arrivons à se mettre d'accord parce que tout simplement nos utilisateurs, les DSI, nous demandent soit de respecter tel standard, soit d'arriver à travailler ensemble. On peut citer, aujourd'hui nous on travaille avec Microsoft d'ailleurs autour de l'initiative Presto, donc, qui est dans le référentiel général d'interopérabilité. Donc c'est quoi Presto? C'est finalement l'État français, l'administration française qui à un moment donné dit à des éditeurs quand vous ouvrez votre système d'information, quand vous ouvrez vos applications, on veut que vous le fassiez avec des web services, c'est l'état de l'art, mais avec des web services qui interopèrent de telle et telle façon. D'accord. Et qui mettent une petite dizaine, 5-6 éditeurs pour montrer que c'est possible. Donc en fait, quelque part, c'est une forme de spécification de normes. Oui, tout à fait. C'est un petit peu le rôle de l'administration, selon vous Moi, je pense que c'est le rôle des grands utilisateurs. D'accord. Parce Castro, que c'est eux qui ont ce besoin-là par rapport à l'effet domino qui était décrit tout à l'heure. Monsieur Castro, sur le côté normatif, vous nous avez dit ce matin dans votre présentation que Microsoft participait à de nombreux organismes de standardisation. Qu'en est-il pour vous véritablement? Alors, là, on est dans le cœur du débat. Je voudrais d'ailleurs déjà rebondir sur ce qui vient de dire précédemment. C'est un scoop pour personne, c'est le marché qui décide. C'est personne d'autre. C'est le marché qui décide. Après, il peut y avoir effectivement des intérêts à un moment donné qui font qu'on va faire tel ou tel choix. J'aime raconter, quand on parle de standard, la petite histoire que nous avons vécue sur Exchange. Il se trouve que j'ai intégré Microsoft il y a 15 ans justement pour m'occuper d'Exchange en France. J'étais étiqueté spécialiste norme ISO en matière de messagerie. Il y a quand même quelques anciens dans la salle, donc X488 pour ceux qui l'ont connu, qui succédait à X484. Et Microsoft à l'époque a décidé de tout miser là-dessus. On a fait un moteur de messagerie qui était basé sur X488 pour une simple et bonne raison, c'est qu'on trouvait que cette norme, édictée donc par l'ISO,
était parfaitement bien écrite et prévoyait tous les cas. Et pour nous, il était très simple ensuite, à l'intérieur du produit, de développer